Avion américain abattu par l'Iran, comment les pilotes sont-ils entraînés à survivre en territoire ennemi en cas de crash? France Info. Avion américain abattu par l'Iran, comment les pilotes sont-ils entraînés à survivre en territoire ennemi en cas de crash? Un aviateur américain est toujours recherché en Iran, après le crash de son chasseur F-15 abattu par l'armée iranienne. Si les membres d'équipage reçoivent des formations pour survivre en terrain ennemi, une telle opération requiert une vigilance de tous les instants. Publié le 04-04-2026 17h17 temps de lecture, 5 minutes. Un aviateur de l'armée de l'air américaine pilote un chasseur bombardier F-15E, pendant une mission d'entraînement au-dessus de la Caroline du Nord États-Unis, le 17 décembre 2010. StockTrek Image via AFP. Une nouvelle course contre la montre pour Washington et Téhéran. Alors que les bombardements font toujours rage au Moyen-Orient, les États-Unis et l'Iran sont à la recherche d'un des deux membres d'équipage du chasseur bombardier américain F-15E qui a été abattu par l'armée iranienne vendredi 3 avril. Si vous capturez le ou les pilotes ennemis vivants et les remettez à la police et aux forces armées, vous recevrez une généreuse récompense, a déclaré une journaliste d'un média d'État iranien. S'il venait à être capturé, le membre d'équipage américain pourrait être utilisé comme monnaie d'échange, ou pire. Mais les soldats de l'armée de l'air américaine sont justement entraînés à survivre en territoire hostile. En quoi consiste cette formation? La survie en territoire ennemi est un aspect essentiel de l'entraînement des aviateurs, note le colonel à la retraite Cedric Layton, analyste militaire, auprès de la chaîne américaine CNN. Cette préparation porte un nom, serré pour Survival, Escape, Résistance and Évasion aux survies, Évasion, Résistance et Exfiltration. L'objectif pour le pilote et l'officier chargé des systèmes d'armes est de trouver un moyen de fuir et d'éviter d'être capturé, ajoute l'ancien officier. D'abord, le pilote doit vérifier qu'il n'a pas été blessé par le tir, le siège éjectable ou lors de l'atterrissage. Imaginez, vous venez d'atterrir sur le sol après avoir sauté en parachute, et vous vous dites, mon Dieu, j'étais dans un chasseur il y a 2 minutes, je volais à 800 km/h, et un missile vient d'exploser littéralement à 5 mètres de ma tête, raconte à l'AFP Houston Cantwell, général de brigade à la retraite qui a été entraîné pour se préparer à cette situation avant des missions de combat au-dessus de l'Irak et de l'Afghanistan. Lors de l'éjection, le pilote subit une accélération pouvant atteindre 50 G, note auprès du point Xavier Titelman, ancien aviateur de la Marine nationale qui a aussi bénéficié d'entraînement et qui précise que le parachute ne permet pas au pilote de choisir sa direction. Il y a de nombreux récits de survivants du Vietnam qui ont eu de graves blessures, des fractures ouvertes, rien que du fait de l'éjection. Houston Cantwell, général de brigade américain à la retraite à l'AFP. Si la personne est en capacité de bouger, il faut alors qu'elle comprenne où elle se trouve, explique Houston Cantwell, désormais expert au centre de réflexion Mitchell Institute for Aerospace Studies. Se repérer lors de la descente en parachute est très utile, souligne ce pilote à la retraite, par exemple pour éviter de se diriger vers une base militaire ennemie une fois arrivé au sol. À partir de là, ce que vous cherchez à faire, c'est d'éviter d'être capturé par l'ennemi, le plus longtemps possible, et donc de vous cacher, jusqu'à un potentiel sauvetage. Un aviateur qui s'est éjecté possède uniquement de l'eau, du matériel de survie, du matériel de communication, une radio pour lui permettre d'être retrouvé, ainsi qu'une arme à feu, énumère Houston Cantwell. L'eau, en particulier, est essentielle, vous pouvez survivre sans nourriture pendant un moment, mais vous avez besoin d'eau tous les jours. Pour être récupéré par ses alliés, il faut trouver un lieu accessible, comme un toit en ville ou une clairière en forêt. Mais pour éviter d'être repéré par des adversaires, l'ancien pilote rappelle une consigne, si je bouge, je vais essayer de le faire de nuit. Houston Cantwell assure que lors d'opérations militaires comme celles menées en Iran, chaque branche de l'armée américaine maintient en alerte des troupes spécialisées pour venir exfiltrer des pilotes en territoire ennemi. En tant que pilote, cela vous donne une immense tranquillité d'esprit, parce que vous savez qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour venir vous récupérer, note l'ancien colonel. Le pilote américain Scott O'Grady a vécu cette situation en 1995. Quand son F-16 est alors abattu par les Serbes de Bosnie, l'Américain éjecté par parachute parvient à se cacher dans une zone de broussailles. Une éponge l'aide à récupérer de l'humidité pour boire, il se nourrit d'herbes et de fourmis. Après 6 jours d'isolement, guidé par le signal de sa radio, un commando héliporté d'une quarantaine de marines débarque, protégé des Serbes par un brouillard matinal. Sauvé, Scott O'Grady est salué en héros quelques jours plus tard à la Maison Blanche. J'ai mis mon visage dans la boue et j'ai mis des feuilles d'arbre sur mes oreilles, priant pour qu'il ne me retrouve pas. Scott O'Grady, ancien pilote de chasse américain cité par l'AFP, son histoire a inspiré le film Behind Enemy Lines en territoire ennemi,
sorti en salle en France en janvier 2002. Mais même avec tout l'entraînement du monde, il est difficile de tenir longtemps seul en terrain hostile avec si peu d'équipement. La plupart des membres d'équipage ne sont entraînés à survivre que pour quelques jours, note Cédric Layton pour CNN. Auprès du média britannique The Independent, Donald Trump a refusé de dire ce qu'il se passerait si l'aviateur recherché était blessé. « Je ne peux pas m'exprimer à ce sujet, car nous espérons que cela n'arrivera pas. » Sujet suivant. Reportage. Ça nous fait peur, à Saint-Denis, les habitants sont venus en nombre pour soutenir leur mère victime de racisme, France Info. Reportage. Ça nous fait peur, à Saint-Denis, les habitants sont venus en nombre pour soutenir leur mère victime de racisme. Environ 6000 personnes ont participé au « Rassemblement citoyen contre le racisme et les discriminations », organisé samedi à Saint-Denis, à l'initiative du nouveau maire LFI de la seconde ville d'Île-de-France, après les propos racistes qui l'ont visé. Publié le 04-04-2026 17h52 mis à jour le 04-04-2026 20h20 Temps de lecture. 2 minutes. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour protester contre le racisme le 4 avril 2026 à Saint-Denis, suite à un appel du nouveau maire LFI, Bali Bagayoko, qui, depuis son élection, est à la tête de la lutte contre le racisme. Thomas Samson AFP. Les habitants de Saint-Denis sont venus très nombreux pour soutenir leur maire. Environ 6000 participants se sont rassemblés contre le racisme, samedi 4 avril, à Saint-Denis, préfecture de Seine-Saint-Denis, à l'appel du nouvel édile LFI. Depuis son élection le 15 mars dernier, Bali Bagayoko cristallise un débat devenu national sur la discrimination raciale. Drapeau français à la main, Stacy, 33 ans, infirmière, et Nadine, 50 ans, qui travaillent dans le marketing, sont venus à cause de la façon dont la télévision a parlé de leur mère, Bali Bagayoko. Moi, j'ai été vraiment choquée, je pensais que c'était une blague. Quand on lui a posé des questions, comme celle de savoir s'il avait eu des accords avec des narcotrafiquants, ce n'était pas du tout des questions qu'on pose à une personne qui vient d'être élue, en plus, au premier tour. On lui a posé parce qu'il est noir et parce qu'il vient du 93, de Saint-Denis. Nous, on est françaises et noires, explique-t-elle. Et on s'est dit que quelque part, cela montre que pour certaines personnes, ce n'est pas encore possible. Nadine insiste, pour elle, cela va au-delà du maire de Saint-Denis, elle se sent visée personnellement, on a l'impression que c'est pire qu'avant, peut-être à cause des réseaux sociaux. Mais oui, nous, on a l'impression que c'est pire qu'avant, en plus, on a peur parce qu'on a des enfants noirs, français, garçons. Donc, ça nous fait peur. Est-ce qu'il y a de la négrophobie? Est-ce qu'il y a du racisme, est-il demandé au micro? Oui, répond la foule en chœur. Stop au racisme. De nombreux militants de la France insoumise, de la CGT, des associations sont présents, mais aussi ces habitants qui crient ici, c'est Saint-Denis. Le racisme, je l'ai vu tous les jours dans mon entreprise, partout, affirme Modibo, 50 ans, qui tient par la main ses 2 enfants. Quand Mathieu Hanotin a gagné l'élection ici en 2020, il n'y avait pas eu ça. Est-ce que les télés se sont déchaînées contre lui parce qu'il est de Saint-Denis? Non, parce que tout simplement, la différence, c'est que Bali Bagayoko, c'est un noir. Il faut le dire. Modibo, habitant de Saint-Denis à France Info, voir ces choses-là en 2026, ça nous fait peur, reprend-il. Ça veut dire qu'il y a cette frange silencieuse, mais au fond, je ne dirais pas tous les Français, mais il y a une couche importante des Français qui sont racistes, il faut le dire. Et ça, il faut le combattre jusqu'au bout. Devant l'estrade, les manifestants crient « La jeunesse emmerde le Front National » pendant qu'un mariage est célébré au sein de la mairie. Sujet suivant. Un Français condamné en Chine pour trafic de drogue en 2010 a été exécuté, annonce le ministère des Affaires étrangères, qui fait part de sa consternation, France Info. Un Français condamné en Chine pour trafic de drogue en 2010 a été exécuté, annonce le ministère des Affaires étrangères, qui fait part de sa consternation. Âgé de 62 ans, Chan Taofumi avait été condamné à mort par un tribunal de Canton, en Chine, en 2010, pour trafic de drogue. Publié le 04-04-2026 21h23 Temps de lecture, 1 minute. Le ministère des Affaires étrangères, à Paris, le 17 juin 2022. Benjamin Paul Jean-Lucas AFP. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé la mort d'un Français, exécuté en Chine. Nous avons appris avec consternation et l'exécution à Canton de notre compatriote Chan Taofumi, 62 ans, condamné à mort pour trafic de drogue en 2010, peut-on lire dans un communiqué transmis en début de soirée,
samedi 4 avril, par le porte-parole du Quai d'Orsay. Malgré la mobilisation des autorités françaises, les autorités chinoises ont pris la décision d'exécuter la peine au terme de plus de 20 ans d'emprisonnement, poursuit ce communiqué, dans lequel Paris dit regretter que la défense de M. Chan n'ait pas eu accès à la dernière audience au tribunal, ce qui constitue une violation des droits de l'intéressé. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille, dont nous partageons l'affliction, poursuit le ministère, rappelant que la France s'oppose partout et en toutes circonstances, à la peine de mort et appelle à son abolition universelle. Sujet suivant. Face à la hausse des prix des hydrocarbures, 5 pays de l'UE appellent à taxer les profits exceptionnels des groupes énergétiques, France Info. Face à la hausse des prix des hydrocarbures, 5 pays de l'UE appellent à taxer les profits exceptionnels des groupes énergétiques dans un courrier daté de vendredi. Des ministres européens ont rappelé qu'une telle taxe d'urgence avait été mise en place en 2022 pour faire face à la flambée des prix de l'énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Publié le 04-04-2026 16h56 temps de lecture, 2 minutes une station-service dans la ville de Salès-sur-Saône-Isère, le 4 avril 2026. Romain Doucelin en Lucas AFP. L'Espagne, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie et le Portugal se prononcent en faveur d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques. Alors que les prix des carburants augmentent à travers le monde dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient, les ministres de l'économie et des finances de 5 pays de l'Union européenne en ont fait la demande au commissaire européen au climat, Wopco Extra, a annoncé, samedi 4 avril, le ministre de l'économie espagnol, Carlos Cuerpo, dans un message publié sur X. Selon ce dernier, une telle mesure allégerait la charge pesant sur les consommateurs et les contribuables. Dans un courrier, daté de vendredi, les ministres ont estimé qu'une telle taxe enverrait également un message clair selon lequel ceux qui tirent profit des conséquences de la guerre doivent faire leur part pour alléger la charge pesant sur le grand public. Les prix du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche depuis le début des frappes américano-israéliennes contre l'Iran le 28 février, qui ont conduit l'Iran à bloquer presque intégralement le détroit d'Ormuz, d'importance stratégique, et à endommager des infrastructures énergétiques du Golfe. Bien que l'UE s'approvisionne principalement en pétrole et en gaz en dehors de cette région, la hausse des prix mondiaux affecte les entreprises et les ménages. Les ministres ont ainsi rappelé qu'une taxe d'urgence similaire avait été mise en place en 2022 pour faire face à la flambée des prix de l'énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Compte tenu des distorsions actuelles du marché et des contraintes budgétaires, la Commission européenne devrait rapidement mettre au point un instrument de contribution similaire à l'échelle de l'UE, reposant sur une base juridique solide, ont-ils écrit. La lettre ne précise ni le niveau de la taxe envisagée ni les entreprises qui seraient concernées. Sujet suivant. On a pu voir tout le globe d'un pôle à l'autre, les premières photos de la mission Artemis II, France Info. Publié le 04-04-2026 14h27 mis à jour le 04-04-2026 15h43 temps de lecture, 2 minutes, vidéo, 2 minutes ils ne sont qu'à mi-chemin, mais la magie opère déjà. Les 4 astronautes de la mission Artemis II vers la Lune ont envoyé leur premier cliché spectaculaire de la Terre. Ils sont, samedi 4 avril, à environ 230 000 km de nous. Ils racontent leur émerveillement. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder en intégralité. Les premières photos de l'équipage des Artemis II ont été prises vendredi 3 avril depuis le hublot de la capsule Orion. Notre planète, baignée de lumière, est couverte à ses 2 pôles d'une très fine lueur verte, des aurores boréales. Jamais, depuis plus d'un demi-siècle, un équipage terrestre ne s'était aventuré à une telle distance de notre planète. Et jamais aucun équipage n'avait pu rendre compte en temps réel depuis l'espace de ce spectacle vertigineux. On a pu voir tout le globe d'un pôle à l'autre. On a pu voir l'Afrique et l'Europe, et en regardant de plus près, des aurores boréales. C'était le moment le plus spectaculaire, décrit Reed Wiseman, astronaute de la mission Artemis II. Je savais que c'était ce qu'on allait voir, mais rien ne vous prépare à cette expérience à couper le souffle, voir sa propre planète comme en plein jour, poursuit Christina Koch, astronaute de la mission Artemis II. Parti mercredi 1er avril, les 4 membres de l'équipage d'Artemis II ont officiellement quitté l'orbite terrestre. Ils sont désormais plus proches de la Lune que de la Terre, à plus de 230 000 km au-dessus de nos têtes. Dans les premières heures, seules les toilettes du véhicule ont nécessité quelques petites réparations. Mission quasi parfaite depuis le décollage. Toutes les sensations dans la fusée, c'était quelque chose d'incroyable. J'ai eu la sensation d'être encore un enfant, partage Jérémy Hansen,
astronaute canadien de la mission Artemis II. Et comme dans un rêve d'enfant, lundi, les astronautes entreront en orbite autour de la Lune, dont ils devront faire le tour pour reprendre leur élan et retourner sur Terre, après 10 jours dans l'espace.